Pendant des siècles, la tombe de Cléopâtre est restée le plus grand mystère de l'archéologie, le lieu de repos d'une reine qui semblait s'être littéralement volatilisée de l'histoire. Tous les empires l'ont cherché, et chaque prétendue avancée n'a mené qu'à une nouvelle impasse. Mais lorsque les scientifiques ont finalement foré sous les sables à l'ouest d'Alexandrie, ils sont tombés sur une chambre scellée, verrouillée plus hermétiquement que tout ce qui avait jamais été mis au jour en Égypte. Ce qui reposait à l'intérieur n'avait pas vu la lumière depuis 2000 ans. Et au moment précis où la tombe a été ouverte, le monde a compris pourquoi elle n'avait jamais été destinée à être retrouvée. La reine qui refusait de mourir. Depuis plus de 2000 ans, Cléopâtre VII reste l'une des dirigeantes les plus étudiées de l'histoire. Dernière pharaone d'Égypte, stratège face à Rome, elle a régné avec intelligence et s'est construit une image assez forte pour traverser les siècles. Pourtant, une part de son histoire n'a jamais été résolue. Les récits romains décrivent des funérailles dignes d'une reine, mais aucun ne précise où elles ont eu lieu. Pour les archéologues, cette absence est devenue plus qu'un mystère. Elle s'est transformée en obsession, transmise de génération en génération. Les prêtres de l'Égypte antique ont laissé des descriptions énigmatiques de ces rites funéraires. Ils écrivaient qu'elle était une épouse retournant vers Osiris, et que son union était invisible aux yeux des hommes. Les historiens débattent de ces phrases depuis des siècles. Certains pensent que les prêtres décrivaient un rituel secret, pratiqué au cœur d'un sanctuaire. D'autres estiment que ces mots étaient des indications délibérées, destinées à cacher son corps pour toujours. Chaque nouvelle expédition affirmait se rapprocher de la vérité, mais chaque piste finissait par s'effondrer en simple supposition. En 1972, une équipe sismique soviétique a mené des tests au sol près du lac Mariout, un bassin d'eau salée peu profond au sud-ouest d'Alexandrie, en Égypte, pendant une recherche de pétrole. Leurs capteurs ont détecté des vibrations rythmiques sous le calcaire, un signal faible mais régulier, trop constant pour un tremblement de terre naturel et trop discret pour provenir d'une machine. Les habitants ont commencé à appeler la zone Ab al-Nafas, l'endroit qui respire. L'équipe a déposé ses résultats, mais les mesures n'ont jamais été analysées davantage. Une fois le projet terminé, les données ont été archivées puis oubliées. L'anomalie a été ignorée pour des raisons simples. La fin du financement, les tensions politiques, le changement des priorités de recherche. La guerre froide ne laissait que peu de place à un étrange rythme enfoui sous le sable égyptien. Pendant 3 décennies, ces données sont restées intactes, attendant qu'on les redécouvre. Cette redécouverte survient au début des années 2000, lorsque de nouveaux relevés satellites se concentrent sur la même crête. Les images révèlent des formes géométriques dissimulées sous la surface, nettes, symétriques et trop précises pour être naturelles. L'imagerie thermique et radar montrent que ces formes s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Pour les analystes, cela ressemble à des éléments d'une structure artificielle, peut-être un complexe enseveli. Certains experts écartent ces images, parlant d'interférences, mais d'autres y voient un motif digne d'être exploré. Lorsque les chercheurs tracent ces formations sur une grille numérique, l'ensemble dessine la silhouette de l'Ankh, le symbole égyptien de la vie. Ce n'était pas une gravure visible, mais une forme révélée uniquement par les données satellites. Les rapports indiquent que le motif s'étend vers un plateau autrefois associé à la déesse Isis. Cléopâtre se présentait souvent comme l'Isis vivante, et ce lien relance immédiatement le débat. À ce stade, la théorie avait évolué. La quête de Cléopâtre ne consistait plus à courir après une légende, mais relevait désormais d'une enquête scientifique. Les données satellites suggéraient des signatures thermiques sous le sable, et des analyses du sol confirmaient la présence d'enduits et de résines antiques, des substances rarement trouvées dans un désert intact. Ce qui avait commencé comme un mythe autour de la dernière reine d'Égypte devenait une mission. En quelques mois, le ministère égyptien des Antiquités a approuvé une expédition terrestre pour examiner le site sur place. Aucun des participants ne se doutait qu'en arrivant, le désert allait commencer à bouger. Le désert qui bougeait. Quelques semaines après l'approbation de la mission terrestre, une équipe composée de scientifiques, d'archéologues et d'ingénieurs est arrivée aux coordonnées situées à l'ouest du lac Mariout. En quelques heures, alors qu'ils installaient leur matériel de surveillance, quelque chose s'est produit, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Les capteurs ont commencé à enregistrer une vibration lente et régulière, profondément sous terre. Les relevés se répétaient toutes les 42 secondes, avec une précision parfaite. Au début, les chercheurs ont cru à une erreur.
Ils ont remplacé le matériel, recalibré les capteurs et même vérifié la présence éventuelle de travaux à proximité. Le motif persistait. Toutes les 42 secondes, la même pulsation revenait. Ce n'était pas un bug. Cela venait de la Terre elle-même. Quand les données ont été réexaminées, quelqu'un a remarqué un détail troublant. Dans la croyance égyptienne, le nombre 42 avait une signification sacrée. Il représentait les 42 juges qui décidaient du destin des âmes dans l'au-delà. Ce lien a suffi à mettre une partie de l'équipe mal à l'aise. Certains plaisantaient en parlant de coïncidence, mais d'autres commençaient à se demander quelle force naturelle pouvait battre avec une telle précision. Pour comprendre le phénomène, l'équipe a commencé à scanner la crête de nuit, à l'aide d'images thermiques. Les résultats furent inattendus. Sous les dunes, des traînées de chaleur résiduelles formaient des courbes, se pliaient et se reconnectaient comme des couloirs. Le lendemain matin, les drones ont révélé de légères crêtes traçant ces mêmes lignes. Une fois les formations reportées ensemble, elles dessinaient un vaste plan rectangulaire. Les proportions étaient presque identiques à celles des temples datant de l'époque de Cléopâtre. Des carottes de sol ont été prélevées pour confirmer les relevés. Les couches supérieures du sable semblaient normales, mais plus en profondeur, on trouvait des fragments d'enduit et des traces de bitume. Ce n'étaient pas des matériaux naturels, c'étaient des agents de scellement utilisés dans l'Égypte antique pour protéger les chambres royales ou sacrées. La découverte a immédiatement lancé un débat. Certains pensaient que l'équipe venait enfin de mettre au jour un complexe enfoui. D'autres soutenaient que les résultats pouvaient être dus à une contamination du sol ou à des motifs géologiques aléatoires, une coïncidence plutôt qu'une preuve de construction humaine. Les villageois avertirent l'équipe. Perturber la Terre réveillerait ce qui dort en dessous. La plupart des scientifiques ont écarté ces mises en garde, mais leur assurance a disparu après ce qui s'est produit ensuite. Une nuit, les caméras de sécurité ont filmé le sable lui-même en train de bouger. Les images montraient de légères ondulations se propageant à la surface, suivant exactement le même rythme que la pulsation souterraine. Ce n'était pas le vent, et ce n'était pas une illusion. Le motif était identique. Les ouvriers qui ont vu la vidéo ont refusé de dormir près de la crête. Dans les jours qui ont suivi, les secousses se sont intensifiées. Le projet s'est retrouvé paralysé, la peur gagnant tout le camp. Le ministère des Antiquités est intervenu, ordonnant une fouille contrôlée sous la supervision de la docteure Kathleen Martinez, une archéologue renommée pour ses travaux sur les sites liés à la sépulture de Cléopâtre. Lorsqu'elle est arrivée, elle a visionné les enregistrements en silence. Son seul commentaire fut bref. « Si c'est bien ce que je pense, nous nous trouvons au-dessus de quelque chose qu'elle voulait que nous trouvions. » La fouille a commencé à l'aube. Au 3e jour, le désert a commencé à se fissurer et à se déplacer. Sous le sable qui s'effondrait, la pierre est apparue, lisse, taillée, ancienne. C'était la première preuve visible qu'une structure construite par l'homme avait survécu sous cette terre, intacte depuis plus de 2000 ans. Le temple qui parlait 2 langues. Au début, cela ressemblait à une simple fondation en ruine, datant des dernières dynasties d'Égypte. Mais une fois la poussière retombée, les marques sur les parois de pierre racontaient une toute autre histoire. Les inscriptions identifiaient le site comme Taposiris Magna, la grande tombe d'Osiris. Pour l'équipe, ce nom changeait tout. Dans la croyance antique, Osiris était le dieu de la résurrection, le maître de l'au-delà qui offrait la vie après la mort. Si c'était vraiment sa tombe, alors c'était un lieu sacré, peut-être même royal. Certains historiens soupçonnaient depuis longtemps que Cléopâtre avait choisi précisément cette région comme lieu de sépulture. Elle se décrivait souvent comme l'incarnation vivante d'Isis, l'épouse d'Osiris. Être enterrée à ses côtés, dans un temple dédié à sa renaissance éternelle, aurait été une manière parfaite d'associer sa mort à l'immortalité divine. Le temple se trouvait à environ 45 km des côtes d'Alexandrie, dans la même zone où les anciens récits situent Cléopâtre durant ses derniers jours. Le site était couvert de colonnes effondrées et des vestiges de hautes portes de pierre qui marquaient autrefois son entrée. Même après des siècles d'érosion, les gravures sur les murs intérieurs restaient visibles. En les examinant à la lumière, l'équipe remarqua quelque chose d'étonnant. Les inscriptions étaient rédigées dans 2 langues. Des hiéroglyphes égyptiens apparaissaient à côté de textes grecs anciens, sculptés avec la même précision. Ce détail stupéfia l'équipe. Les temples égyptiens mélangeaient très rarement les langues, surtout dans un contexte sacré. La docteure Kathleen Martinez comprit immédiatement ce que cela signifiait. Le règne de Cléopâtre reposait entre 2 mondes. Les souverains de langue grecque qui administraient l'Égypte,
et les prêtres égyptiens qui en préservaient la foi. Voir les deux langues côte à côte suggérait que Cléopâtre elle-même avait autorisé cette conception. Selon Martinez, le temple reflétait l'identité de la reine, à moitié souveraine grecque, à moitié déesse égyptienne. Les objets retrouvés autour du site ne firent qu'alimenter les spéculations. Des pièces à l'effigie de Cléopâtre furent découvertes près de statues d'Isis tenant un faucon, symbole de renouveau. Des analyses chimiques de l'autel révélèrent des traces de résine de lotus bleu et de bitume, tous deux utilisés dans les embaumements royaux. D'après les rapports, les ouvriers restèrent silencieux, conscients qu'ils touchaient des reliques qui n'avaient pas vu la lumière depuis plus de 2000 ans. Les capteurs au sol détectèrent alors un léger bourdonnement provenant des profondeurs du calcaire. La fréquence était trop basse pour l'oreille humaine, mais elle apparaissait sur les écrans sous forme d'ondes lentes et régulières. Chaque pulsation revenait toutes les 42 secondes, le même rythme repéré quelques semaines plus tôt dans le désert. Les ingénieurs vérifièrent d'éventuelles interférences, mais le signal persistait. Les relevés étaient bien réels. Le temple n'était plus un simple bloc de pierre silencieux. Il émettait une vibration mesurable, comme si quelque chose en dessous cherchait à transmettre un message à travers la roche. Les notes de terrain mentionnaient que plusieurs ouvriers affirmaient sentir le sol frémir doucement sous leurs pieds. Les vibrations se renforçaient à chaque nouveau scan. Tous les relevés convergeaient vers quelque chose de plus profond, quelque chose de dissimulé sous les fondations de Taposiris Magna. Poussée autant par la curiosité que par l'inquiétude, l'équipe décida de suivre ce bourdonnement jusque dans le substrat rocheux. Ce qu'ils allaient découvrir serait plus tard surnommé le tunnel impossible. Le couloir de la Renaissance. Le bourdonnement sous Taposiris Magna se renforçait à chaque scan. L'équipe l'avait suivi jusqu'à une couche de calcaire profondément enfouie sous le sol du temple. Quand ils utilisèrent le radar pénétrant, l'image qui apparut sur les écrans fit tomber la pièce dans le silence. Sous le sanctuaire se trouvait un tunnel creusé dans la roche solide, droit, lisse et parfaitement de niveau sur plus d'1 kilomètre. Même des ingénieurs modernes auraient eu du mal à atteindre une telle précision. Au début, les chercheurs ont cru à une erreur, mais lorsqu'ils ont descendu une petite caméra à travers un étroit forage, les images l'ont confirmé. L'objectif révélait un couloir au plafond courbé, aux parois polies comme du verre. Il semblait construit par la main de l'homme, mais ne montrait aucune trace d'outil, aucune marque d'effondrement, aucune fissure due au temps ou à la pression. Quelqu'un, il y a des millénaires, l'avait façonné puis scellé à la perfection. Quand Martinez a examiné les images, elle a remarqué un motif répété le long des murs. Des gravures grecques et égyptiennes formaient sans cesse la même expression, ancrée, vie renouvelée. Elle suggéra que le tunnel représentait un passage rituel, un chemin destiné à guider les morts vers la résurrection. L'équipe a foré plus loin, suivant le signal jusqu'à ce qui semblait être une chambre scellée. Les scanners montraient une cavité circulaire d'environ 20 mètres de large, avec une température plus élevée que la roche autour, comme si la pierre avait autrefois été brûlée de l'intérieur. Ils ont commencé à découper la paroi finale. Le son qui suivit ne fut pas celui d'une pierre qui se fissure, mais quelque chose de plus lourd, plus grave, une vibration qu'on ressentait dans la poitrine. Quand la barrière céda enfin, un souffle d'air s'échappa, froid et tranchant. Il portait l'odeur de résine et de métal, comme quelque chose d'ancien resté piégé des siècles durant. La poussière retomba et l'équipe braqua ses lampes à l'intérieur. Ce qu'ils virent n'était pas une simple tombe. Les parois étaient recouvertes d'une couche noire, vitrifiée, qui reflétait leur lumière. Cela ressemblait moins à de la pierre taillée qu'à de la roche fondue par le feu. En levant leurs landes vers le plafond, ils découvrirent des centaines de petites pierres bleues incrustées dans la surface. Plus tard, l'analyse confirma qu'il s'agissait de lapis lazuli, un minéral rare autrefois utilisé dans les tombes royales. Les fragments étaient disposés en motifs d'étoiles, formant des scènes où la déesse Isis se tenait au-dessus du corps d'Osiris. Ses mains étaient levées, des faisceaux de lumière la reliant aux étoiles au-dessus de lui. Le plafond n'était pas une simple décoration, c'était une histoire sculptée, le moment où les dieux ramènent la vie depuis la mort. Mais les avertissements gravés sur les murs racontaient autre chose. En grec comme en égyptien, la même phrase revenait encore et encore. Perturber l'union et l'équilibre se brisera. Près du sol, à moitié caché sous la suie, un autre message apparaissait. Le sang coulera de l'œil gauche, vers le bas. Personne ne voulut le lire à voix haute. Certains y voyaient un rituel d'offrande, d'autres, une malédiction. Dans tous les cas, la pièce devint silencieuse.
Partout, on voyait des signes d'un scellement minutieux. Des veines de mercure et de plomb traversaient l'enduit. L'air sentait légèrement la résine. Des jarres brisées tapissaient les coins, et sous une colonne, un petit scarabée d'or fut trouvé, gravé d'une prière. « Attache l'âme à son corps ». Martinez l'étudia longuement avant d'ajouter que cette chambre n'avait pas été construite pour exposer les morts, mais pour les contenir. Au centre se dressait une plateforme surélevée, faite de pierres fusionnées. 2 bières reposaient côte à côte, leur surface vitrifiée comme brûlée par une chaleur extrême. Entre elles se trouvait un cylindre de bronze, long comme un avant-bras, gravé de spirales qui luisaient sous la lumière. L'un des chercheurs jura avoir aperçu le contour d'une larme sculptée dans le métal, exactement à l'endroit où le mur avertissait que le sang tomberait de l'œil gauche. Alors que Martinez s'approchait, le sol trembla. La pulsation qui hantait leur relevé depuis des semaines était maintenant si forte qu'on la sentait à travers leurs bottes. L'air pesait sur leur torse et certains membres de l'équipe reculèrent. Martinez ordonna d'arrêter toute excavation et de lancer les tests de sécurité. Sa voix restait posée, mais ses mains tremblaient. « Ce n'est pas juste une tombe », murmura-t-elle. « Elle réagit à notre présence. » Ils se déplacèrent vers le bord de la salle et attendirent, mais les relevés continuaient de grimper. La pulsation s'accélérait, comme si quelque chose sous le sol s'était réveillé, quelque chose qui attendait ce moment. Le sarcophage noir. Quand la dernière paroi a cédé, un silence total a envahi la pièce. Pendant un instant, personne n'a bougé. L'air qui s'échappa de la chambre les frappa comme une vague. Ils sentaient la résine, l'ammoniac, et quelque chose de plus ancien, quelque chose qui brûlait la gorge et piquait les yeux. Quelques ouvriers ont reculé en couvrant leur bouche avec un tissu, mais c'était trop tard. Les analyses ont révélé plus tard des niveaux dangereusement élevés de gaz toxiques, emprisonnés là depuis près de 2000 ans. Ce qui aurait dû être un triomphe archéologique ressemblait soudain à un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Au centre de la chambre se tenait le sarcophage. Il ne ressemblait à rien de connu. Taillé dans un seul bloc de granit noir, il miroitait sous les projecteurs avec une lueur huileuse. Le couvercle, lourd de plusieurs tonnes, était scellé par un mélange durci de résine et de plomb. Chaque mouvement de la grue résonnait dans la salle, tandis que l'équipe se préparait à le soulever. Lorsque le couvercle finit par glisser, un souffle d'air chaud s'en échappa. L'intérieur du sarcophage était plusieurs degrés plus chaud que la pièce. Martinez remarqua immédiatement la différence et demanda un scan. La chaleur venait de l'intérieur. Tout le monde s'attendait à ce que les restes soient froids et friables, mais ce qu'ils découvrirent à la place les troubla profondément. 2 corps reposaient côte à côte, enveloppés de bandes de lin épaisses traversées de fils d'or. Les bandelettes étaient fusionnées entre elles, et les masques funéraires avaient fondu dans le tissu. Leur silhouette était à peine visible. Entre les 2 corps se trouvait un cylindre de bronze. Il était placé exactement entre leurs bras, comme un objet partagé. Toutes les quelques secondes, il émettait une légère vibration qu'on pouvait sentir à travers le granit. Le rythme correspondait à celui des pulsations enregistrées sur tout le site. 42 secondes, encore et encore. Lorsque les lumières se stabilisèrent, l'équipe commença son examen. Le corps masculin était partiellement décomposé, mais les dommages n'avaient rien de naturel. La cage thoracique avait été ouverte volontairement, les côtes pliées vers l'extérieur, la cavité du cœur remplie de résine solidifiée mêlée de mercure. Ce n'était pas une tentative de préservation, c'était un rituel. Selon certains rapports, on pensait que ce geste visait à sceller, à contenir la force que le corps avait autrefois portée. Le corps féminin était mieux conservé, même si le temps avait laissé ses traces. Les bandes étaient épaisses, rigides, durcies en une coque maintenant la forme de ce qu'elles enveloppaient. Sous la lumière, la surface prenait un reflet bronze terne, irrégulier, craquelé par les siècles. À travers les plis, de petits éclats d'or et d'argent apparaissaient, une broche près de la poitrine, un fermoir plus bas sur le torse et un pendentif aplati contre le lin à l'emplacement du cœur. Il représentait une femme aux ailes déployées. Martinez se pencha et le reconnut immédiatement. C'était la figure d'Isis, la déesse dont Cléopâtre se disait l'incarnation. Puis ils virent autre chose. Autour du poignet de la femme, un bracelet en forme de cobra, croc sorti, tête dressée. Le métal était noirci, mais la forme, elle, était incontestable. Pour les Égyptiens, le cobra était à la fois protecteur et porteur de mort. La même créature qui, selon la légende,
avait mis fin à la vie de Cléopâtre. La pièce se figea. D'après les rapports, Martinez murmura seulement 2 mots en voyant cela. C'est elle. Les analyses menées plus tard confirmèrent que les 2 momies appartenaient à des individus de haut rang. Le séquençage ADN révéla des marqueurs cohérents avec la lignée ptolémaïque, renforçant l'idée qu'ils étaient de sang royal. Quand l'équipe scella la chambre pour des raisons de sécurité, l'air était devenu lourd, métallique. Le sol sous le sarcophage dégageait une chaleur diffuse et de légères vibrations parcouraient les murs. Un chercheur décrivit la sensation comme se tenir près d'un moteur en marche. Un autre refusa de retourner dans la pièce, disant que l'air semblait vivant. Ce qui avait commencé dans l'enthousiasme prenait désormais des allures de profanation. Selon les rapports, Martinez resta immobile devant le sarcophage ouvert, le visage pâle sous les lampes. « Nous voulions des réponses », dit-elle doucement, « mais cela ressemble à une punition. » La découverte confirmait tout ce qu'ils espéraient et tout ce qu'ils redoutaient. La tombe de Cléopâtre avait enfin été trouvée, mais ce qui reposait là ne paraissait pas en paix. Le sarcophage avait apporté des réponses et engendré une nouvelle terreur. Pourtant, l'horreur véritable n'était pas ce qu'il contenait, c'était ce qui l'entourait. Le cercle des morts. Le passage derrière le sarcophage se rétrécissait et tournait sur la droite. L'équipe avançait lentement, lampe stable, masque bien serré. Le couloir débouchait sur une salle circulaire dont les murs étaient creusés en petites alcôves peu profondes. Dans chaque alcôve reposait un crâne, posé droit sur une tablette de pierre et tourné vers le centre de la pièce. Pas de corps, pas de cercueil, juste des crânes. Ils en comptèrent 36, 12 semblant masculins, 12 féminins, 12 appartenant clairement à des enfants. La vision glaça toute la salle. La poussière flottait dans les faisceaux de lumière. Personne ne parla. Les orbites de chaque crâne étaient saupoudrées d'une fine poudre d'or qui accrochait la lumière comme du sable. Des prélèvements effectués plus tard montrèrent des traces de résine de lotus bleu, la même substance trouvée dans la zone d'embaumement. D'après les notes de terrain, l'effet était simple et terrible. Les crânes semblaient préparés, pas abandonnés. Tous faisaient face à une petite plateforme de pierre au centre du sol. La plateforme portait le symbole de l'Ankh, le signe égyptien de la vie. Au-dessus étaient posées 2 petites coupes de bronze, fondues l'une à l'autre par la chaleur. L'une d'elles contenait une couche de matière noire séchée, plus tard identifiée comme du sang humain. Une ligne de texte courait au-dessus des alcôves, en grec et en égyptien. Ils gardent le passage et maintiennent l'équilibre. Certains archéologues y voyaient une prière à Isis, protectrice de l'au-delà. D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus froid, un avertissement indiquant que les morts ici ne reposaient pas. Mais retenez quelque chose en dessous. La disposition des restes était intentionnelle. Chaque crâne avait la mâchoire inférieure manquante. Des spécialistes médico-légaux ayant examiné les photos décrivirent une méthode volontaire de décapitation empêchant toute recomposition. Le message n'avait rien de subtil. Quelle que soit la chose que ce cercle était censé maintenir, elle devait y rester enfermée. Les capteurs placés dans la salle enregistrèrent de faibles pics électromagnétiques. Ils montaient et descendaient toutes les 42 secondes, le même rythme qui suivait l'équipe depuis son arrivée dans le désert. Le groupe ressentit cela comme une pression derrière les yeux et un picotement métallique sur la langue. Martinez s'arrêta au seuil. Elle sentit un goût de métal. Elle ordonna que la salle soit scellée. Ses derniers mots, avant que le signal ne coupe, furent « Ce n'est pas une tombe, c'est un mécanisme fait de mort ». La nouvelle se répandit dans les universités et les ministères pendant des heures. Des photos fuyèrent sur des forums privés avant que le site ne soit verrouillé. La réaction fut immédiate et divisée. Certains exigeaient que les salles soient scellées à jamais. D'autres réclamaient la publication complète des découvertes. Quelques voix posèrent une question plus difficile. Si le cercle était un système actif, et si les 36 servaient à maintenir un équilibre, qu'avait changé l'équipe en ouvrant le passage? Les implications dépassaient largement le site. Si les 36 étaient des gardiens, alors l'enterrement de Cléopâtre n'était pas seulement un rite royal, c'était une défense conçue. Les inscriptions reliaient le cercle à l'idée d'équilibre. La pulsation correspondait aux chiffres liés au jugement dans la croyance égyptienne. Rien ici ne semblait laissé au hasard. Pour plusieurs chercheurs, la disposition indiquait que quelqu'un avait imaginé un système vivant, destiné à continuer de fonctionner longtemps après la disparition des derniers témoins. Cela soulevait une dernière possibilité,
troublante même pour ceux qui rejetaient les rituels. Peut-être que Cléopâtre n'était pas seulement la figure décrite par Rome. Peut-être était-elle une stratège qui avait conçu son après-vie comme un dispositif, pas comme un sanctuaire. Certains pensent qu'elle a imaginé une tombe impossible à piller sans conséquence. D'autres vont plus loin et disent qu'elle a bâti un avertissement qui répondrait encore si on le dérangeait. Si Cléopâtre a conçu sa tombe comme une arme plutôt que comme un monument, que cherchait-elle à protéger selon vous? Son héritage ou quelque chose de bien plus grand? Dites-nous votre théorie dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.